Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter l'actualité des marchés financiers ou des placements de manière un peu plus générale le vendredi avant la grande édition du soir à 17h. Une grande édition pour décrypter les actualités économiques, politiques et surtout financières sur le plateau de Smart Bourse en direct sur Bismart. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment toutes ces émissions en replay sur le site bismart.fr et que vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, les ventes au détail rebondissent un petit peu plus que prévu au Royaume-Uni pour le mois d'octobre. Mais ce rebond reste en demi-teinte. Si celle-ci progresse de 0,6% au global sur le mois contre les 0,3% prévus et après une baisse, souvenons-nous, de 1,5% en septembre, celle-ci reste en deçà de leur niveau d'avant pandémie. À noter surtout que cette progression est surtout à attribuer à une hausse du volume sur le carburant. Le commerce de détail hors magasin, l'alimentation, elle, a vu ses volumes baisser sur le mois. Le Royaume-Uni, qui on le rappelle, a indiqué hier par la voix de son ministre des Finances être entré en récession et que celle-ci pourrait durer dans le temps avec notamment une baisse du PIB prévue pour l'année prochaine, l'année 2023, de 1,4%. Nous évoquerons également dans cette émission les perspectives de taux de la Fed alors que la prise de parole de James Bullard de la Fed de Saint-Louis hier a jeté un froid sur les marchés. Celui-ci a en effet communiqué sa vision de politique monétaire américaine avec un scénario dovish où les hausses de taux de la Fed vont jusqu'à 5% et un scénario plus restrictif où ces hausses de taux peuvent même aller jusqu'à 7%. Nous évoquerons dans un instant les scénarios économiques aux États-Unis avec des données de consommation également qui militent pour un soft landing tandis que les chiffres de l'immobilier laissent craindre de nouveaux impacts à venir sur l'inflation aux États-Unis. Et justement, le marché de l'immobilier fait face à l'inflation et aux actions des banques centrales. Ce sera d'ailleurs le thème de notre interview. En deuxième partie de Smart Bourse, nous nous demanderons ensemble quel peut être l'impact du resserrement monétaire de la BCE sur le marché immobilier français et quelles sont les tendances à venir sur le marché au global dans les prochaines années. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et c'est parti pour Smart Bourse. Nous commençons cette émission avec Gilles Mouek qui est au téléphone avec nous. Gilles Mouek qui est chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone et de nous accompagner à la mi-journée dans Smart Bourse. On l'évoquait en introduction, les propos de James Bullard de la Fed de Saint-Louis ont jeté un froid hier sur les marchés. Alors ça n'est peut-être pas effectivement la seule cause qui a pu jeter un froid sur les marchés, mais on a vu effectivement des perspectives de hausse de taux de la Fed qui pouvaient aller jusqu'à 7% et ce message de James Bullard qui était de dire, un message d'ailleurs qui reprenait des messages portés par d'autres gouverneurs de la Fed, parfois plus dovish que James Bullard, mais qui était de dire nous n'avons pas fini les hausses de taux, nous ne sommes pas encore dans un environnement suffisamment restrictif. Est-ce que ce taux terminal de 7%, Gilles Mouek, n'est pas plausible aujourd'hui ou rentre dans les scénarios au fur et à mesure que le resserrement monétaire avance? D'abord, attention, parce que James Bullard a souvent des sorties un peu provocatrices. Il aime bien être assez polarisant dans ses prises de position. Donc, bien sûr. Attention, il n'exprime pas forcément le centre de gravité du FOMC dans la situation présente. Mais sur le fond, c'est en ligne avec ce qui a été dit, mais depuis le début, depuis la dernière conférence de presse de Powell, le marché a tendance à confondre deux choses, la vitesse de durcissement de la politique monétaire et le taux terminal. Sur la vitesse de durcissement, là je pense que le message est assez clair de la part de quasiment tous les intervenants de la Fed. Ils veulent, à partir de maintenant, y aller plus lentement. Donc je pense que les 75 points de base de hausse que l'on a eu la dernière fois, c'était vraiment le dernier
le dernier mouvement de cette taille-là, on se dirige plutôt pour le mois de décembre vers une augmentation de 50 BP, et progressivement au cours de 2023, on devrait même toucher des augmentations de 25 BP. Donc il y a ralentissement du rythme du durcissement parce qu'on est déjà en territoire restrictif, donc on prend moins de risques de voir l'inflation déraper complètement, donc on peut se permettre d'y aller plus doucement, ce qui permet au passage d'éviter un certain nombre de risques du côté de la stabilité financière. Mais la Fed a toujours été claire, en tout cas Powell avait été clair dès le début sur le thème, ce ralentissement ne veut pas dire que nous avons atteint le niveau que nous considérons approprié pour ramener l'inflation vers 2%. Il avait signalé l'idée que le taux terminal, qui est dans la version du mois de septembre des prévisions publiées par la Fed, se situe à 4,6%. Il avait précisé que ce serait sans doute plus haut et le marché plutôt allé vers 5%. Bullard, lui, dit attention, on a aussi un autre scénario qui sera celui dans lequel l'inflation n'arrive pas à redescendre suffisamment rapidement, on sera obligé d'aller plus loin, d'aller vers 7%. C'est effectivement une possibilité. Est-ce que c'est le scénario plausible à ce stade ? En revanche, je ne pense pas, parce qu'on a plutôt eu ces derniers temps le début de l'indication que cette fameuse surchauffe de l'économie américaine est plutôt en train de se résorber. Les indicateurs sont encore un peu ambigus, mais on a par exemple une composante emploi à intention d'embauche dans les enquêtes, comme l'enquête ISM qui commence à se dégrader. On a des taux de démission qui restent historiquement élevés, mais qui ne sont plus à leur pic du printemps. Donc on commence à voir les premiers signes de ralentissement du marché du travail, ce qui devrait à terme nous donner un ralentissement des salaires qui, à ce stade, sont l'élément le plus stressant sur la trajectoire d'inflation. Donc je pense que 5% sur le taux terminal, ça reste, à mon avis, le scénario central. Mais le marché s'est un tout petit peu trompé. Il y a eu un enthousiasme généralisé sur le thème, ça y est, on est sorti de taux de 75 points de base. Ça ne voulait pas dire qu'on s'arrêtait là. Mais alors, justement, effectivement, on a découvert ce chiffre de l'inflation il y a un peu plus d'une semaine maintenant, jeudi dernier, 7,7% au mois d'octobre aux États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une première victoire pour la Fed ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour le dire, Gilles Mouek ? Je pense que c'est trop tôt. Évidemment, c'était une bonne nouvelle d'avoir une inflation sous-jacente qui se rapprochait d'un taux annualisé de 3,5%. C'est bien évidemment une bonne nouvelle. Mais la Fed ne va pas prendre ses décisions sur la base d'un chiffre d'inflation. Il faudra attendre plusieurs mois pour que cette nouvelle tendance, si nouvelle tendance il y a, se confirme. Je pense qu'on devrait le voir, mais encore une fois, pas sur la base d'un seul indicateur. Et puis attention aussi aux effets de composition, c'est-à-dire que ce chiffre d'inflation du mois d'octobre, qui était pour une fois plus bas qu'attendu, était tiré vers le bas par le prix des produits industriels. Or, on savait déjà que du côté des prix industriels, les choses ralentissaient parce que l'appréciation du dollar permet de réduire le coût de l'importation et le manuf aux États-Unis est très largement importé. Donc on savait que ça allait se produire, mais les prix des services, eux, continuent à cavaler. Et c'est ça, à mon avis, qui est le point de focalisation de la Fed. Les prix des services, d'abord, c'est la partie dominante dans le panier de la consommation. Donc c'est ça qui fait à la fin le mouvement. Et puis c'est ça qui reflète les tensions domestiques dans l'économie américaine. Et je pense que la Fed voudra vérifier que cette première décélération des prix de la consommation ne se limite plus simplement au secteur des biens, mais qu'elle commence également à s'observer dans le secteur des services. Et on n'y est pas encore. Un mot à présent de la croissance aux États-Unis. Gilles Mouek, alors effectivement, le scénario récessif aux États-Unis, si on reste aux États-Unis pour le moment, a été promis par divers commentateurs ou analystes. On a des chiffres quand même qui montrent qu'il y a une certaine résistance, une certaine résilience de l'économie américaine, notamment les ventes au détail qui montrent que la consommation est toujours présente. Et puis on a les chiffres qui nous viennent du secteur immobilier qui là laissent entendre quand même une situation beaucoup plus compliquée pour ce secteur. Quel est votre scénario pour cette croissance américaine en 2023 ? Est-ce que selon vous, un soft landing reste possible ?
Nous, on est sur un scénario de récession qui commencera au premier trimestre 2023, donc un peu plus tard en fait que ce qu'on avait en tête il y a encore quelques mois, parce que vous l'avez signalé, on a une bonne résilience de certaines données macro et en particulier de la consommation. Et on est toujours sur une récession qui commencerait au T1. Alors, c'est intéressant le point que vous soulevez sur l'immobilier parce que ça n'est pas très étonnant que ça commence par l'immobilier. Pourquoi ? Parce que la récession américaine que nous attendons, c'est une récession qui est déterminée essentiellement par l'orientation de la politique monétaire. Autant la récession européenne, c'est le fruit d'un choc largement exogène, dans le cas américain, c'est une récession qui est presque voulue, qui est confectionnée entre guillemets par la Banque centrale pour permettre de faire ralentir l'inflation. Et dans ces conditions-là, il n'est pas étonnant d'observer que ce sont les secteurs qui sont les plus sensibles aux variations du taux d'intérêt qui sont les premiers à commencer à déraper. Et bien évidemment, le secteur immobilier, c'est par définition, compte tenu de l'importance des prêts immobiliers, c'est le secteur qui va être le plus sensible, qui va réagir le plus vite. Donc voilà, on en a les premiers symptômes et on aura sans doute une contribution négative du secteur immobilier à la croissance dès le quatrième trimestre de cette année, probablement encore plus profonde au premier ou au deuxième trimestre de l'année 2023. Et ensuite, les autres secteurs vont commencer à suivre. C'est-à-dire que si la construction va mal, on devrait commencer aussi à avoir quelques conséquences du côté du marché du travail, avec peut-être, ça y est, le début des ralentissements des salaires dans une conjoncture plus morose sur l'emploi. Et donc là, les enchaînements devraient se mettre en place. Mais que ça commence par l'immobilier, bien c'est normal, il n'y a pas de miracle. Quand les taux des emprunts immobiliers à 30 ans, qui sont les taux phares aux États-Unis, passent à 7%, ce qui était le cas il y a 2 semaines, eh bien vous avez un ralentissement du marché. Si on reste sur le thème de scénario récessif, il y a un gouvernement qui nous l'a dit hier que la récession est là. C'est le gouvernement du Royaume-Uni. Les mots du ministre des Finances au Royaume-Uni ont été très clairs. La récession est là au Royaume-Uni et elle va durer. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre sur ce qui nous attend sur le sol européen et notamment en zone euro, Gilles Mouek ? Alors, il y a une spécificité britannique à plusieurs titres. Il y a une spécificité qui tient au Brexit. C'est un peu le mot que personne ne veut prononcer dans cette discussion actuelle au Parlement britannique, mais c'est quand même une source de faiblesse un peu structurelle qui fait plus que commencer, qui continue en fait à peser sur la croissance britannique. L'affaiblissement des exportations à destination de l'Union européenne est une réalité. La deuxième spécificité, c'est cette énorme erreur de jugement de la part de la précédente administration britannique, avec ce fameux mini-budget extraordinairement accommodant, qui s'est traduit par une pénalisation très forte du marché et qui s'est traduit en particulier par une augmentation du coût des refinancements immobiliers. Et au Royaume-Uni, la grande majorité des emprunts immobiliers se fait à taux variable ou révisable. Donc les gens le voient très très vite en fait dans leurs dépenses mensuelles lorsque les taux d'intérêt augmentent. Donc deux spécificités. Maintenant, pour moi, c'est un laboratoire assez intéressant dans le Royaume-Uni parce que finalement, c'est le premier grand pays du G7 qui se prononce pour l'austérité budgétaire. Même si dans le détail c'est un peu plus compliqué parce que une grande partie des mesures annoncées par le gouvernement britannique ne s'appliqueront qu'à partir de 2024, donc potentiellement ne verront jamais le jour parce qu'il y aura des élections générales entre-temps. Mais c'est le choix de l'austérité. Et pour l'instant, personne ne l'a fait, ce choix-là. Aux États-Unis, on est rentré dans une phase de neutralité budgétaire. En Europe, on est toujours en train d'accommoder assez fortement le choc sur les prix énergétiques. Et ce que l'on va voir au Royaume-Uni, c'est la conjonction d'une politique monétaire qui continuera à se durcir parce que l'inflation est toujours là, avec une austérité budgétaire. Ça peut être un cocktail que l'on verra également dans d'autres pays européens d'ici à la fin de l'année 2023. Je pense que ça ne sera pas aussi brutal que ça ne l'est au Royaume-Uni, mais gardons cela en tête. Pour l'instant, le continent garde la tête hors de l'eau, entre guillemets, en termes de croissance. Mais cette conjonction de politique monétaire et budgétaire restrictive, c'est peut-être ce que l'on verra d'ici à 12 mois.
Vous dites justement, Gilles Mouek, que c'est peut-être un cocktail que nous verrons dans d'autres pays européens. Est-ce que ça fait sens d'ailleurs de parler d'épisodes récessifs pour la zone euro, où il faut regarder pays par pays quelles seront les décisions budgétaires qui seront prises et comment se maintiendra ou non la croissance? Je pense qu'on est quand même dans un choc entre guillemets asymétrique, c'est-à-dire que le choc énergétique, son degré peut différer d'un pays à l'autre en fonction des mesures des boucliers tarifaires qui sont mis en place. Mais partout, on voit quand même une accélération de l'inflation et donc une dégradation du pouvoir d'achat des ménages qui se traduira par un ralentissement, voire une contraction de la consommation. Ça, je pense qu'on le verra partout dans la zone euro, dans les 3 à 6 mois qui viennent. Et moi, je m'attends malheureusement à ce que potentiellement dès le 4e trimestre, on soit en contraction du PIB dans la zone euro. Donc des degrés différents, mais le choc est quand même assez similaire, c'est un choc énergétique lourd. Et puis n'oublions pas un point important, c'est le degré d'intégration commerciale de la zone euro. C'est-à-dire que si vous avez un pays comme l'Allemagne qui entre en récession, l'un des points à observer en Allemagne, c'est que même si on a plutôt des bonnes nouvelles sur la consommation de gaz, ce qui permettrait peut-être d'éviter un rationnement dans les semaines et les mois qui viennent, eh bien, ce ralentissement de la consommation de gaz, il produit bien souvent de l'arrêt de sites de production énergivores dans, par exemple, le secteur de la chimie. Donc ça contribue en fait à l'installation d'une récession. Bien, si vous avez la première économie européenne, l'Allemagne, qui entre en récession, c'est très compliqué pour les autres d'y échapper, compte tenu de l'imbrication extraordinairement étroite de nos chaînes de production. Merci beaucoup Gilles Mouek de nous avoir accompagnés au téléphone à la mi-journée dans cet épisode de Smart Bourse. Gilles Mouek, je rappelle que vous êtes chef économiste du groupe AXA. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. L'immobilier inquiète, nous en avons parlé il y a quelques instants pour les États-Unis, mais l'investissement immobilier, que ce soit en propre ou via des intermédiaires, que l'on parle de résidentiel ou de manière plus générale, fait face lui aussi aux conséquences de l'inflation, notamment aux politiques monétaires menées par les banques centrales et plus spécifiquement sur le sol européen par la BCE. Quelles sont les conséquences des politiques monétaires menées par les banques centrales sur le marché immobilier français? C'est une question que nous allons poser à Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy. Bonjour Jean-Marc Peter. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. La BCE continue à monter ses taux, à resserrer. Elle continue sa stratégie de resserrement monétaire. Est-ce qu'il faut se préparer à un choc sur le marché immobilier physique à court ou moyen terme ? Sans doute oui, mais avec des nuances que je vais essayer d'analyser. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une situation nouvelle. C'est les taux qui montent et l'inflation créent des nouveaux schémas. Alors déjà, les taux d'intérêt qui montent a une conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'argent est rémunéré, le risque est rémunéré et le temps est rémunéré. Bien sûr. Ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant, où finalement il y avait une convergence un peu malsaine, je dirais, du bon immobilier et d'un immobilier un peu plus médiocre. Donc quelque part, cette augmentation... On achetait sans regarder, c'est ça ou... Alors, c'est un peu le symptôme d'une bulle. Je ne dis pas qu'on était en bulle avant, mais c'est vrai qu'il y avait une convergence. C'est-à-dire qu'on avait tendance un peu à assimiler les prix des grands crus au prix de vin moins intéressant. Voilà. De vin de table, j'allais dire un mot grossier. Donc aujourd'hui, tout ça est terminé. Et donc, l'augmentation des taux d'intérêt sera une forme de révélateur qui finalement va disperser, une forme de dispersion entre les actifs de qualité, les actifs de moins bonne qualité. Et c'est ce deuxième... Un tout petit peu plus loin du micro pour que... Non, plus loin du micro, pardon. Oui. Et c'est ce deuxième point aussi qui présente une différence par rapport à la situation précédente, c'est l'inflation. Et justement, il faut se rappeler, et je pense que les Français le savent de façon un peu inconsciente, l'immobilier est une réponse
à une situation d'inflation, parce que les revenus de l'immobilier, aujourd'hui, compte tenu et surtout dans l'immobilier tertiaire, les loyers sont indexés et à peu près à la même vitesse que celle de l'inflation. Alors ça, c'est très théorique, et en fait, la réalité, c'est qu'on est en mesure d'avoir effectivement des loyers qui sont indexés à la même vitesse que l'inflation, que si l'immobilier est de qualité. C'est-à-dire que vous êtes en capacité d'avoir un locataire qui lui-même... peut payer, bien sûr. Qui peut payer. C'est-à-dire que lui-même est en capacité de pouvoir traduire l'augmentation des prix vis-à-vis de ses clients. Et donc, il y a cette dispersion qu'on constate aujourd'hui entre les actifs immobiliers de qualité, essentiellement bien placés, bien construits, avec des locataires, et l'immobilier qui est de moins bonne qualité, moins bien construit, avec des locataires plus fragiles. Là, on parle essentiellement d'immobilier de bureau, ou en tout cas de location à des entreprises. On parle d'immobilier tertiaire, c'est-à-dire l'immobilier de bureau, immobilier de commerce, essentiellement. Alors c'est peut-être un peu vrai aussi pour l'immobilier de logement, sachant qu'en matière de logement, il y a un autre élément qui aujourd'hui est important, enfin qui existe depuis des dizaines d'années, c'est qu'il y a une offre qui est insuffisante par rapport à la demande de logement. C'est pour ça d'ailleurs qu'en matière d'immobilier, c'est important de se poser la question, quand on est dans des moments un peu bousculés comme cela, de savoir quelles sont les méga tendances, les méga trends, qu'est-ce qui ressort du structurel plutôt que du conjoncturel. Et c'est vrai que, en tout cas chez Sofidy, il y a une méga tendance qui est importante en matière d'immobilier, c'est les phénomènes de métropolisation qui ont peut-être été un peu occultés ces derniers temps, parce qu'il y a l'épisode du Covid où il y a eu cette espèce de volonté d'aller vers le vert qui aujourd'hui se dissout un peu dans l'eau. Il n'en reste pas moins que les phénomènes de métropolisation sont toujours patents, et aujourd'hui le bon immobilier a tendance plutôt à être au cœur des métropoles françaises et européennes, que ce soit en matière de bureaux, comme de commerce, comme d'hôtellerie, et aussi en résidentiel. Alors, on en parle souvent dans cette émission, le marché immobilier concentre souvent les premières réactions effectivement aux politiques monétaires des banques centrales ou à l'inflation. On en parle en Chine, on en parle aux États-Unis. Si on regarde sur le sol européen, est-ce que ce marché français a des caractéristiques différentes que ses voisins européens, notamment sur le crédit? Le crédit n'est pas tout à fait géré de la même manière en France et dans les autres pays européens. Alors, globalement, tous les acteurs de l'immobilier, en France et en Europe, sont beaucoup moins leveragés que pendant la crise immobilière des années 90. Mais c'est vrai que la France a cette particularité qui est plutôt favorable, qu'on est beaucoup plus dans des logiques d'emprunt à long terme, amortissables et à taux fixe. Et c'est surtout le cas d'ailleurs pour les investisseurs particuliers. Donc, il ne va pas y avoir ce qui est en train de se produire aujourd'hui, par exemple en Espagne ou en Allemagne ou en Angleterre, où quand même les crédits sont fixes, c'est révisable, comme le disait Gilles Mouek. C'est-à-dire que depuis 5 ans, il faut... C'est fixe à durée limitée. Il faut revoir son banquier, on confronte le marché à sa propre situation, ce qui est parfois un peu désagréable. Donc ça, c'est des facteurs, je dirais, de stabilisation du marché français et sans doute une meilleure résistance à prévoir que pour d'autres marchés immobiliers. Et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les évolutions de ce marché immobilier français? Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, des dispersions très importantes entre différents types d'immobilier? Oui, comme je disais, le critère de différenciation principale, c'est le fait que l'immobilier soit l'objet d'une demande. Et clairement, le fait d'être bien localisé. Pour vous donner un exemple, je prends le marché des bureaux parisiens. Aujourd'hui, il se porte très bien. Ce qui est assez étonnant compte tenu des circonstances et qui va sans doute se prolonger. Aujourd'hui, vous avez un taux de vacances de l'immobilier parisien de bureaux qui est très faible, qui est de l'ordre de 3 à 4%, et c'est toujours très compliqué, on le sait parce qu'on interagit au quotidien avec des acteurs de l'immobilier parisien, c'est toujours très compliqué de trouver des bureaux à Paris. Alors même que le rapport au lieu de travail des employés est complètement en évolution actuellement. Alors effectivement, il y a ce sujet du télétravail. Alors chez Sofidy, on a tendance à penser qu'il est sans doute un peu plus conjoncturel que d'autres qui pensent que c'est un peu structurel. Je pense qu'il y a un retour quand même progressif vers le lieu de travail. Pour autant, si le télétravail a une influence sur l'immobilier de bureau,
ça sert la centralité. Si vous réduisez vos surfaces et vous faites venir vos salariés que quelques jours par semaine, il faut qu'ils aient envie de venir. Et donc, ça veut dire que des entreprises qui auparavant étaient positionnées en périphérie de Paris, par exemple, ont tendance, en resserrant leur mètre carré, à aller chercher plus de centralité. Donc, ça abonde dans le sens d'être aujourd'hui plutôt en recherche de centralité, de qualité de l'emplacement, compte tenu du télétravail et d'autres paramètres. Alors justement, vous nous parlez beaucoup d'immobilier de qualité. Il y a un adage dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Est-ce que quand on veut définir un immobilier de qualité à fin 2022, cet adage est toujours vrai ou il faut y apporter certaines nuances ? Alors, l'emplacement, effectivement, c'est le premier critère. C'est les 3 règles bien connues de l'emplacement, de l'emplacement et de l'emplacement. Je dirais qu'il y a 2 autres critères qui suivent derrière. C'est la qualité du bâti. Il est évident aujourd'hui qu'il faut proposer à ses locataires un immobilier vertueux en termes de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, le 3e critère, c'est la qualité du locataire. Il faut un locataire qui aujourd'hui est en capacité de pouvoir payer l'indexation, puisque l'intérêt de l'immobilier, à nouveau, en période d'inflation, c'est de procurer des revenus qui varient à la même vitesse que l'inflation. Et c'est ça un des éléments d'ailleurs qui soutient la valeur de l'immobilier dans un environnement où les taux augmentent. Alors, on va évoquer peut-être la stratégie qu'on peut vouloir suivre en matière d'immobilier. Selon vous, juste avant, on a beaucoup parlé effectivement de centralisation, de métropolisation, que ce soit sur les bureaux ou le logement. Il y a d'autres tendances fortes comme ça, de méga-tendances que vous identifiez sur le marché de l'immobilier actuellement ? Alors, oui, il y a des méga-tendances. Une que j'évoquais aussi et qui concerne l'immobilier de logement, c'est ce décalage énorme entre la demande de logement et l'offre de logement, surtout aujourd'hui où quasiment la promotion immobilière est en train de mettre un genou à terre. Donc ça va être un facteur structurel qui va perdurer malheureusement pendant des années, qui va soutenir évidemment le marché du résidentiel. Vous avez aussi en matière de logement de nouvelles offres qui existent. C'est tout ce qu'on appelle le résidentiel géré, qui répond à des aspirations récentes et sans doute structurelles, comme le co-living étudiant, le co-living senior, et aussi à la grâce du retour du tourisme, tout ce qui est tourisme et loisirs, qui est porté par une méga tendance qui est que les gens voyagent de plus en plus. Certes, les Chinois ne sont pas encore revenus, ni les Russes, mais les Américains sont revenus et l'Europe voyage aussi. Donc le tourisme et loisirs reste une méga tendance également. Rapidement, et pour finir, Jean-Marc Peter, quelles stratégies on met en place aujourd'hui si on veut faire de l'investissement immobilier ? Est-ce que cette stratégie a évolué par rapport à il y a quelques années ? Je crois qu'il faut être plus que jamais prudent. Je pense que déjà pour investir, il faut avoir du cash. Donc ceux qui ont du cash aujourd'hui, sans doute, feront de bonnes affaires dans les mois qui viennent. C'est le cas en ce qui nous concerne. Et il ne faut jamais perdre de vue, avoir ces bons vieux réflexes de l'immobilier qui est de privilégier plus que jamais la stratégie de la localisation, de l'emplacement, puisque c'est celle-ci qui aujourd'hui est payante compte tenu des contraintes que l'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire que potentiellement des stratégies de mise au vert, comme vous le disiez au début, vont s'avérer peut-être moins payantes que ce qu'on aurait pu anticiper à la sortie du Covid ? Je pense qu'effectivement, c'est moins payant que ce qu'on a pu anticiper, puisque entre-temps, il y a eu l'augmentation du coût de l'énergie, et notamment de l'essence, et ceux qui auraient pu avoir la volonté d'aller un peu plus en région, en province, sont maintenant confrontés au coût de l'énergie, puisqu'on a besoin d'avoir une voiture pour aller à l'école, pour aller au bureau, etc. Donc il faut se méfier des effets de mode et toujours analyser avec profondeur ce qui relève, je dirais, du conjoncturel et peut-être de l'effet de mode de ce qui est plus structurel. Merci beaucoup Jean-Marc Peter de nous avoir accompagnés à la mi-journée sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sofidy. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.